Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de cette émission Réplique. Nous recevons aujourd'hui monsieur le sénateur Jacques Njoli. Avec lui, nous allons échanger sur certains points tels que la loi électorale qui a été votée. Ça se trouve maintenant sur la table du président de la République pour sa promulgation. Nous allons parler du dossier de faux magistrats qu'a révélé le ministre de la Justice. Il y a certains magistrats qui exercent ce métier mais n'ont pas de diplôme requis. Nous allons parler de ces points-là. Nous allons aussi évoquer les marches de l'opposition, si je dois les dire ainsi, qui ces derniers temps ratent après les appels, multiples appels, mais la population ne répond pas vraiment. Il faudrait changer les stratégies. C'est avec lui que nous aurons à avoir certaines réponses par rapport à ces questions. Monsieur le sénateur, bonjour. Bonjour. Très heureux de partager cette émission aujourd'hui avec vous. Nous partageons le même plaisir. Ah oui, merci beaucoup. La loi électorale que vous avez décriée avec le seuil de 1% de représentativité nationale, avec la caution de $1000 pour un siège, aujourd'hui a été votée. Maintenant, ce qui est attendu, c'est sa promulgation. Est-ce que vous avez d'autres stratégies pour contrecarrer même sa promulgation? Mais stratégie, je ne dirais pas. Vous savez, nous ne légiférons pas. Nous ne légiférons pas pour nous-mêmes. Nous légiférons pour l'harmonie, pour la paix, pour assurer l'ordre. Le droit a une ambition, assurer l'ordre dans une société. Et lorsque vous publiez ou promulguez une loi injuste, une loi inefficace, la réponse n'est pas nécessairement juridique, la réponse est sociale. Donc c'est une loi qui a été rejetée par la population. On va l'imposer, mais elle ne produira pas des effets escomptés, sinon des effets négatifs. Mais ça a été voté à l'Assemblée nationale, deuxième lecture au Sénat. Vous aviez tout pouvoir pour la bloquer, vous n'avez pas pu le faire. Aujourd'hui, c'est le président de la République qui a tout le pouvoir de promulguer. C'est vrai, dans l'articulation des institutions, c'est les chefs de l'État qui, quoique membre de la majorité, joue le genre d'arbitrage. C'est lui qui est le garant de la paix et de la cohésion nationale. Au regard de ce qui lui a été dit, notamment par le président du Sénat, qui est intervenu en amont, en l'interpellant par une lettre, et en aval, lors de débats, pour insister sur l'impératif de consensualité dans une loi essentielle pour la paix et la tranquillité. Si le chef de l'État estime qu'il faut passer en force, il va y aller. Mais je voudrais vous dire que dans la scénographie des conflits congolais ou même africains, l'ensemble des conflits qui déchirent l'Afrique sont des conflits liés aux élections. Soit des conflits préélectoraux, c'est-à-dire que vous y allez dans des conditions d'affrontement, soit des conflits électoraux, c'est-à-dire les élections ont été organisées sans consensus et son organisation pose des problèmes, ou le conflit post-électoraux, c'est-à-dire les résultats des élections ne sont pas acceptés par une partie et cette partie s'engage dans une voie de perdition et de frustration. Donc il est important que la loi électorale, qui est une loi essentielle, qui est même considérée matériellement comme faisant partie du bloc des constitutionnalités, mais que cette loi-là soit adoptée en consensus. Et je crois que le vice-premier ministre l'a dit, tous les enseignants qu'il a connus, que ce soit le professeur Djello, que ce soit le professeur Liaou, ou que d'autres sur d'autres cieux,
insiste sur l'impératif de consensualité d'une loi électorale. Mais c'est ce que vous déplorez, ce n'est pas une invention congolaise, si on peut le dire ainsi. Il y a certains pays qui ont mis ces seuils pour éviter des candidatures fantaisistes ou bien mettre fin à cette prolifération de partis politiques. Bon, il ne faut pas exagérer non plus les effets de défragmentation ou de lutte contre la prolifération que peut produire le seuil. Le seuil existe déjà dans la loi. C'est ce qu'on appelle le quotient électoral. Ailleurs, on appelle ça le quorum. Le quotient élimine déjà beaucoup de partis. C'est déjà un élément d'élimination. Deuxièmement, le seuil a été inventé, on le trouve à 5% en Allemagne, à 5% en Belgique. Il y a même des pays comme le Sri Lanka où on arrive à un seuil de 12,5%, ou en Israël avec un seuil, je crois, de 2,5%, et en Hollande avec un seuil de 0,65%. Mais la finalité, c'est quoi? Effectivement, comme vous le dites, de trouver la gouvernabilité. Mais nous n'avons pas ces problèmes-là. Nous n'avons pas ces problèmes. Nous avons un problème de représentativité. Nous sommes une nation plurielle, et si nous mettons un scrutin genre majoritaire uninominal, nous risquons d'avoir des tribus, il faut les dire, ou de groupes minoritaires qui ne seront pas représentés, ce qui est très dangereux dans notre système. C'est comme ça que le pacte fondateur de Sun City a voulu qu'on aille vers la représentation proportionnelle. Pourquoi on met le seuil dans certains pays? C'est dans les régimes parlementaires, il y a des difficultés à constituer des coalitions ou dégager une majorité. Or, vous verrez que dans l'histoire politique de notre pays, nous n'avons pas ces problèmes-là parce que nous sommes dans un régime semi-présidentiel. C'est-à-dire que l'élection présidentielle, c'est une élection qui joue le rôle de polarisation. En 2006, le président Kabila a constitué très facilement une majorité avec un premier ministre du Palou qui a eu 5 ans pour, n'est-ce pas, appliquer la politique des 5 chantiers, sans problème. En 2011, la majorité PPRD a eu tout ce qu'elle peut avoir. La primature avec les grands ministères, finances, défense, hydrocarbures et autres. Toutes les provinces, même les communes et les chefferies et les secteurs. Donc nous n'avons pas un problème de gouvernabilité. Les partis politiques ne jouent aucun rôle perturbateur. Et aujourd'hui, poser ces problèmes-là, à cette période, c'est tout simplement ne pas comprendre le rôle du seuil. Par ailleurs, si on prend le cas de l'Allemagne, lorsqu'on applique le seuil, c'est pour les partis politiques. C'est-à-dire qu'ils divisent l'Assemblée en deux. La moitié des députés sont élus directement par le peuple au scrutin uninominal, et l'autre moitié, sur le même bulletin, vous dirigez un parti. Donc, les seuils ne doivent pas amener à tuer la représentation, les liens entre l'électeur et l'élu au profit de partis, ce qui va instaurer une particratie. Je voudrais vous dire que les dangers, c'est quoi? Je prends la circonscription que je connais, Mbandaka, la ville de Mbandaka. Ils ont un élu, brillant par ailleurs, Lokondo, qui est membre d'un parti politique. Si nous prenons qu'il y a 80 000 électeurs en Mbandaka et que Lokondo arrive en tête avec 30 000 voix, et que le deuxième, supposons que c'est l'MLC, arrive avec 20 000 voix, le troisième, c'est le PDC avec 10 000 voix, et les derniers, PPRD avec 500-600 voix. Si on applique le seuil, donc
on ne sanctionne pas le Kondo, on sanctionne la population de Mbandaka. C'est-à-dire qui sera représenté par un non-élu. C'est-à-dire la majorité a voté le Kondo, mais son parti n'a pas atteint les seuils, ce ne sera pas possible qu'il passe. Non, est-ce que vous vous rendez compte de conséquences au point de la légitimité? Bon, aujourd'hui c'est déjà voté, et puis ce qui reste c'est sa promulgation. Que pensez-vous faire? Non, je crois que y a des amis qui comptent saisir la Cour constitutionnelle, mais certains estiment que, connaissant un peu l'inclinaison de notre Cour, ça ne sert à rien. La réponse, à mon avis, doit être politique. La réponse doit être politique. C'est-à-dire, il faut sanctionner le parti qui a proposé cette histoire-là en lui privant du seuil. Comme ça, ils ne seront pas représentés. Donc le seuil-là peut... Ça peut se retourner. Voilà. Donc personne ne peut dire ce que sera le vote demain, en se donnant le moyen de contrôle, n'est-ce pas, de ces élections. Voilà. Vous qui étiez hier à la CENI, comme vice-président de la CENI, vous avez observé votre gestion aujourd'hui. Si, avec votre casquette de vice-président de la CENI, on vous présente un plan comme ça, le seuil, ça ne vous faciliterait pas les choses? Non. Au contraire, on nous crée des problèmes. Comment ça? Parce que d'abord, pour que la CENI puisse bien conduire le processus électoral, parmi les contraintes, la contrainte principale, c'est la contrainte politique. La contrainte politique et sécuritaire. En d'autres termes, la volonté de tous les acteurs d'aller dans un climat apaisé. Lorsque vous organisez les élections dans un contexte de confrontation, il n'est pas possible de piloter un schéma pareil. Vous allez dans la tension permanente. Vous vous rappelez, en 2011, les gens parlent des élections chaotiques, mais le chaos a commencé avec la révision cavalière de la Constitution. Donc, un processus électoral doit se faire dans les consensus entre parties prenantes. C'est-à-dire, la loi électorale doit d'abord rassembler les partis. OK ? Alors, la problématique de partis politiques doit être résolue par la loi sur le parti politique. Ainsi, lorsque nous avons analysé ces problèmes, in tempore non suspecto, il était question qu'on fixât une règle, c'est-à-dire tous les partis politiques qui n'auront pas 5% lors du scrutin ne doivent pas exercer. C'est ça le principe. Ou alors, comme on fait sous l'autre vieux, tous les partis politiques. 5% de quoi? 5% du suffrage. C'est comme ça que ça se passe, par exemple, en Corée. Donc, c'est une sanction post, pas pré. C'est-à-dire, si vous n'avez pas 5%, vous ne pouvez pas, ou si vous n'êtes pas représenté au Parlement, vous ne pouvez pas exercer vos activités. Ou alors, si vous arrivez à atteindre 5%, vous avez droit au financement public. Mais on ne peut pas sanctionner l'électeur. On ne peut pas. Le lien entre l'électeur et l'élu est la base même de la démocratie. C'est-à-dire la démocratie, c'est un régime où les électeurs choisissent leurs représentants. Mais là, en empêchant aux électeurs d'élire un indépendant ou de se voir damer le pion de la représentation de son candidat par un pseudo-candidat ayant obtenu le 1% national, c'est un déni de démocratie. Voilà. Professeur, vous avez parlé de sanctionner ceux-là qui ont proposé cette loi, c'est-à-dire la majorité présidentielle lors des élections. Est-ce que vous croyez à l'indépendance de la CENI? Bon, il n'est pas bon que moi je dise que la CENI n'est pas indépendante. Mais aujourd'hui,
malheureusement, la confiance à l'organe de gestion électorale est fortement effritée. Et c'est aussi un élément qui fragilise les processus. Il est important que l'organe de gestion reste au-dessus de la mêlée et que la confiance à l'organe est un élément fondamental dans le pilotage du processus. La difficulté que nous avons eue, encore une fois, en 2006 comme en 2011 et malheureusement en 2016, c'est que une partie importante de parties prenantes, l'opposition demande la reconfiguration de la CENI parce qu'elle n'a pas confiance à la CENI. Alors, vous aussi, lorsque vous étiez à la CENI, on n'avait pas confiance à votre bureau. C'est un problème congolais qu'on a toujours remarqué qu'on a toujours constaté lorsqu'il y a un groupe qui gère, l'autre qui ne gère pas dit celui-là est inféodé. Donc tout ça, ça démontre déjà que les Congolais n'aiment pas l'autre dirige. Alors, vous qui étiez à la CENI, vous demandez aujourd'hui de revoir par rapport à ce que les autres demandent, que la CENI serait inféodée, il n'y a pas une certaine confiance. Je vous ai donné l'état de lieu. Ouais, c'est-à-dire il manque de confiance. Voilà. Si vous lisez l'ensemble des documents qui sont publiés par le parti politique, notamment du Rassemblement, ils n'ont pas confiance au leadership de la CENI. Est-ce qu'à l'heure actuelle, il faudrait vraiment se focaliser à ça? Là, le problème n'est pas de l'heure actuelle, c'est le problème que vous avez posé la question de la confiance. Mais je voudrais vous dire, puisque vous avez posé la question, le problème de la CENI, c'est d'abord sa politisation extrême. Sa politisation extrême. C'est-à-dire, le membre de la CENI, y compris moi en 2011, nous sommes désignés dans une procédure qui est extrêmement politisée. Et ça, c'est de un. De deux, les déséquilibres déjà, en disant, on donne à la majorité, par exemple, 4 et à l'opposition 3. Donc, vous favorisez déjà la majorité. Ou même en disant, sur le 13, 5 vont venir de la majorité, 4 vont venir de l'opposition et 2 ou 3 vont venir de la société civile. C'est faussé. Alors, la démarche, c'est d'abord la transparence dans la désignation de ces gens-là. Vous savez dans quelles conditions ceux qui dirigent la CENI ont été désignés par des églises ou de personnes dans une certaine opacité. Déjà, il y a eu suspicion à ce type-là. Alors, il y a certaines personnes qui disaient, certains politiques qui disaient que... bon, je reviens à cette question. Pourquoi? Parce que le président Ngoï Mulunda avait dit dans une émission que la communauté internationale vous faisait vraiment pression. Non, aujourd'hui, une élection... Donc pression, c'est-à-dire X, vous devez travailler et puis eux avaient déjà leur candidat. Non, c'est pas vrai. C'est pas. Si c'est ça, ce qu'il appelle pression, ce que vous appelez pression, non. Et puis ils ne voulaient pas que les élections soient organisées le 28 novembre. Ça c'est vrai. Dans la logique de la communauté internationale, ils estimaient que le temps, parce que nous avons pris les fonctions au mois de mars, nous avons publié les calendriers au mois d'avril. Ils estimaient que d'avril au mois de novembre, nous n'allions pas, en moins de 7 à 8 mois, arriver à enrôler tous les Congolais, commander les matériels, déployer les matériels, rassembler les résultats et le publier. Ils voulaient que nous ayons beaucoup plus de temps. Mais dans le contexte de l'époque, nous voulions absolument respecter le délai constitutionnel. Et à partir du moment où notre calendrier était contraignant, ils n'étaient pas capables de nous soutenir logistiquement.
C'était ça le problème. Il dit, avec ces schémas-là, nous ne sommes pas capables de vous soutenir, vous devez vous organiser. Ils n'avaient pas des agendas cachés? Bon, c'est possible, hein. Les intérêts sont là. Il y avait des observateurs internationaux qui étaient financés par de groupes qui avaient... Leurs candidats? Non, qui avaient des problèmes avec des contrats miniers. Il y avait beaucoup d'interrogations et d'autres nous disaient même que dans tous les cas, si vous y allez, nous allons déclarer vos élections non crédibles. Ben, ils l'ont fait, mais nous, notre objectif... Mais vous pensez que c'était crédible? En tout cas, si je n'étais pas... C'était des élections difficiles, c'était des élections qui avaient beaucoup de faiblesses, mais je peux vous rassurer que j'ai mis ma signature de manière consciente parce que c'est les résultats qui m'ont été communiqués par les services, c'est-à-dire les délégations opérationnelles. Donc, c'était pas le pouvoir en place ne vous a pas dicté certaines choses pour... Non, personne ne peut me dicter. C'était pas Étienne Tshisekedi qui était élu président? Il était élu, c'est possible, mais vous savez, il faut prouver qu'on a été élu. Moi, je peux sociologiquement analyser les résultats et vous dire que tel peut être élu, ici peut être ici. Il ne faut pas dire, il faut seulement pas que ce soit une perception. Il faut aussi il faut prouver qu'on a été élu ou on n'a pas été élu. Contrairement à ce qui se relate là, c'est pas... Écoutez, les gens peuvent raconter ce qu'ils veulent, hein, mais les élections obéissent à des exigences juridiques et techniques. Par exemple, toute fraude prouvée ne constitue pas nécessairement une irrégularité ou une cause, n'est-ce pas, d'annulation des élections. Il faut encore démontrer que cette irrégularité a un impact sur le résultat. Mais globalement, lorsqu'on voit les tendances, ce sont les résultats qui reflètent la sociologie électorale de la République démocratique. Alors, passons à ce que nous avons observé ces derniers temps, le marche de l'opposition qui échoue, qui rate. À tout moment, les rassemblements appelés à 2 marches qui n'ont pas eu lieu, effectivement. Est-ce qu'il faudrait changer des formes et des revendications, soit des formes de pression? Ben écoutez, il faut poser la question aux organisateurs de marche il faut leur demander si au-delà des discours médiatiques, quels sont les mécanismes opérationnels qu'ils mettent en place pour organiser les marches. Mais moi, je note déjà que si vous voulez faire une marche, à partir du moment où vous demandez l'autorisation à ceux qui ne veulent pas de marche, donc vous ne voulez pas organiser votre marche. C'est déjà ça. Donc il ne faut même pas demander l'autorisation. Si vous voulez faire pression, il ne faut pas demander l'autorisation parce que c'est la refuser. Parce que la Constitution ne parle pas d'autorisation. D'information, vous les informez et vous faites votre marche. Mais à partir où vous attendez qu'on vous permette, il y a déjà un problème stratégique. Mais ce n'est pas mon problème. Mais ce qui est sûr, c'est que le fait qu'il n'y ait pas eu marche, soit par un problème de coordination ou un problème climatique ou un problème de déploiement excessif des forces de l'ordre, ne voudrait pas dire que le peuple est pour le pouvoir. C'est aussi une mauvaise interprétation. La population aspire au changement profond. Mais la population n'a pas répondu à l'appel. Mais la population est restée chez elle. Donc, à la maison. Ne pas répondre, c'est-à-dire la population commence à comprendre que les politiques ne jouent pas vraiment pour l'intérêt de la population. Certains politiques, si je peux dire ça. Non, vous avez raison. C'est-à-dire que depuis 2015, l'opinion se rend compte qu'au sein de l'opposition, après avoir crié très fort, on entre dans les gouvernements et on prononce le nom de Kabila plusieurs fois plus que ceux qui sont les kabilistes. Donc vous devenez kabiliste plus que Kabila lui-même. Donc à partir de ce moment-là, il y a un problème
de foi de la population aux représentants. Mais cela ne veut pas dire que la population adhère maintenant à la vision de la majorité. Mais l'opposition ne fait plus peur à Kabila, c'est ça le problème. Non, c'est un problème qu'il faut expliquer. Je vous ai dit, c'est déficit de confiance, mais il y a aussi, il faut l'avouer, la mort du président Étienne Tshisekedi, qui n'est pas encore comblée et qui a laissé la fille aînée de l'opposition dans une situation de débauchage de ses membres. Et jusqu'aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas encore comblé parce que le président Tshisekedi n'est pas encore enterré. Donc il y a un problème au sein de l'UDPS. Ensuite, l'éloignement du président Moïse Katumbi, contraint à l'exil, prive aussi l'opposition, du moins le rassemblement, de mieux s'exprimer. Si vous prenez l'MLC, qui est aussi privé de son leader, donc il y a un vrai problème de leadership au sein de l'opposition, mais je crois qu'il faut réfléchir. Le retour du président Vital Kamerhe, qui était aussi un grand leader dans l'opposition, qui était allé du côté du pouvoir, ça, c'est aussi un élément aujourd'hui qu'il est rentré et qu'il a rejoint la famille naturelle. Je crois que, comme disent quelques-uns, il faut revoir la machine, et les rencontres qui ont eu lieu à Bruxelles et ici même au niveau du MLC démontrent qu'il y a une volonté d'inscrire une nouvelle approche, une nouvelle stratégie, et je crois que le lien opposition-population sera bientôt réglé. Cette unité de l'opposition, on voit le mariage MLC et UNC, on voit le mariage MLC, UNC, UDPS et consorts, avec ce que nous avons vu, ce qui s'est passé en Europe. Cela ne fait pas peur à vous de recevoir encore Vital Kamerhe et étaler les stratégies? Est-ce que vous donnez toujours votre confiance, ou vous donnez, mais avec certaines, donc je peux dire des réserves? Non, je crois que personnellement je connais le président Kamerhe, et très peu de gens ont le courage que lui a eu, aurait eu ce courage-là. Le président Kamerhe était secrétaire général du PPRD, président de l'Assemblée nationale, et il a résisté à une option qu'il estimait contraire à ses convictions, et il a quitté le PPRD. Il est venu dans l'opposition. Je crois que il peut avoir ses faiblesses, comme tout homme, mais... Est-ce que quitter le PPRD, venir dans l'opposition, c'était son vœu, c'est ce qu'il voulait, ou bien c'était par rapport à une contrainte? Non, il n'y avait pas de contrainte. Il a pris une option, et je vous assure, ce n'était pas facile. Mais il ne faut pas se focaliser sur le personne. La contradiction ou les défis majeurs que nous avons, c'est l'alternance. Tous ceux qui peuvent contribuer à instaurer l'alternance par de pression, par des apports, doivent constituer un seul camp. C'est le message que le président Jean-Pierre Bemba nous a envoyé. UDPS, UNC, MLC, G7, AR, nous devons former un bloc, le bloc pour l'alternance et la renaissance. Il y a déjà les calendriers électoraux. Vous êtes pour ces calendriers, ou vous voulez toujours, comme le rassemblement l'a dit, une transition sans le président Kabila? C'est l'idéal. C'est l'idéal. Parce que depuis que le président Kabila sait que son mandat, les 2 mandats qu'il a consommés sont terminés,
on sent que lui et sa famille politique cherchent de manœuvres. Ils ont cherché des référendums, le peuple, là encore il faudrait féliciter l'opposition, avec le peuple, on a mis un frein pour qu'on n'en parle plus. Et je crois que l'accord du 31 décembre a été clair et souligné qu'il n'y a pas de troisième mandat, pas de référendum. Et ça, c'est fondamental. Alors, à partir de ces blocages-là, on cherche maintenant des manœuvres, le seuil, pour probablement avoir une majorité autour d'un grand parti et Orient conserver le pouvoir. C'est légitime, mais il faut le faire de manière transparente et, je dirais, conforme aux pratiques démocratiques. Donc vous doutez des élections en décembre 2018? Mais les élections, c'est une conquête. Cette conquête qui a été consacrée par notre Constitution. Mais il y a une volonté de dépossession démocratique de nos droits. Ça a commencé comment? Par le refus d'organiser les élections dans les délais. On est arrivé dans un glissement. On a encadré par l'accord qui a ajouté une année, mais on utilise toujours des manœuvres dilatoires et autres. Vous savez, pour que nous puissions avoir ces calendriers, il a fallu la pression, aussi bien interne qu'externe. Donc la CENI a dû obéir aux pressions. Deuxièmement, malgré les pressions, ils ont demandé 16 mois, on leur a donné. Après, ils ont demandé combien? 504 jours, on leur a dit non. Pression, on est arrivé de 504 jours pour descendre à moins de 250, 260 jours. Et maintenant, ils ont fixé en mois de décembre et ils ont commencé à soulever deux contraintes. La première contrainte, c'est la contrainte législative. Maintenant, ils ont la loi. Mauvaise loi, bonne loi, ils ont la loi électorale. Le 31 décembre, le 31 janvier, nous attendons la fin du fichier électoral. Donc ça dit que vous êtes pour ces non, calendriers électoraux? nous disons, comme disent nos militants du MLC Katanga, tout konabo, on est avec eux, tous anabango. Donc vous êtes pour les calendriers? Comme disent avec ces calendriers? Avec ces calendriers, nous allons le voir. C'est eux qui vont foutre pas nous. Alors maintenant, là, vous avez deux sons de cloche. Vous et les rassemblements, comment vous serez ensemble? L'objectif unique, c'est l'alternance. Nos amis estiment qu'ils doivent se battre pour que Kabila ne participe pas au processus électoral, qu'il y ait une transition sans Kabila. Pour nous, c'est un idéal, pourvu qu'on y mette le moyen et qu'on y arrive. Parce que ce qui nous intéresse, ce n'est pas le moyen. Là, c'est violer la Constitution. Le pays sera géré par quel document? Il faut poser la question à ceux qui l'ont soutenu. Ils ont certainement leur argumentaire. Mais vous êtes professeur, comment analysez-vous? Ben, si vous appliquez l'article 64, parce que nous avons eu la Constitution qui dit que le mandat du président Kabila est terminé depuis le 19 décembre 2016. L'accord convention a prolongé jusqu'au 31 décembre 2017. Il y a eu une incise. L'incise, vous ne pouvez pas poser l'incise si vous ne posez pas la règle principale. L'incise dit pour parachever. Ben oui, c'est le même processus électoral. Il y a eu certains moyens, vous tirez les choses par le chevet. Certains soucis. Parce qu'on dit, vous devez organiser. Les partis conviennent. C'est une obligation d'organiser les élections au plus tard, les 3 scrutins au plus tard, le 31 décembre 2017. Point. Même si tous ces parties prenantes s'étaient mis d'accord pour le 31 décembre, mais ça aurait toujours été difficile. Pourquoi? Parce que quand est-ce que l'accord a commencé à être appliqué avec la nomination du Vous Premier entrez ministre? dans des explications, mais l'accord dit au 31 décembre 2017, on a une année de prolongation pour des raisons électorales. Donc,
Après le 31 décembre, l'accord n'est plus en vigueur. Mais il se pose un problème, puisque l'accord, c'est une convention entre parties. À partir du moment où une partie interprète différemment. Mais ça, c'est un autre débat. C'est un débat fondamental qui ne nous empêche pas d'organiser ou de nous préparer aux élections. Voilà. Le dernier sujet, c'est par rapport à ce que le ministre de la Justice, Tambe Mwamba, a révélé qu'il y a certains magistrats qui n'ont pas de diplôme requis, c'est-à-dire diplôme en droit. Comment on peut déjà analyser ça? Mais il faut d'abord faire une enquête pour savoir comment on est arrivé là. Ça me pose des problèmes. Qui a recruté ces gens? C'est qu'ils ont présenté des faux. Le faux, c'est une infraction. Ensuite, je me pose des questions sur la responsabilité et sur le sens des décisions rendues par ces faux magistrats. Donc l'État engage sa responsabilité civile sur la valeur de décisions qui ont été prononcées par ces faux magistrats. Donc le ministère de la Justice, qui est chargé de combattre le faux, est lui-même dans le faux. Ce qui pose des problèmes de la gouvernance judiciaire de notre pays. Donc, la justice élève une nation. Et si la justice n'élève pas une nation, la justice, donc, c'est la déchéance de notre nation. Il faut se poser des questions. Pas simplement en termes de ces diplômes, mais ensemble du pilier judiciaire qui doit jouer comme un contrepoids à notre système, un pilier de la protection des libertés publiques. Depuis 2006, que cette constitution a prévu l'existence de 3 pouvoirs. C'est bien, nous avons maintenant une cour constitutionnelle, et nous attendons l'éclatement total de la cour suprême avec le Conseil d'État et la Cour de cassation, mais aussi au niveau de province, qu'il y ait un schéma clair, un cadre programmatique de la réhabilitation et de la réforme de notre système judiciaire. Et surtout, au niveau du recrutement, avec la prolifération des facultés de droit, il faut que nous puissions avoir une vraie école nationale de la magistrature où on n'aura pas ces cas-là, parce qu'il y aura un recrutement par concours, et puis nous aurons une année ou 15 mois de formation des magistrats, et après ils vont suivre. Mais après, il faut aussi tenir compte de salaire de magistrats. Mais tout ça, c'est bien beau, mais la question essentielle, c'est la qualité intrinsèque, morale, invisible de l'indépendance, du courage du magistrat de s'opposer et d'être le bouclier contre les arbitraires et même les violations de la Constitution. Et ça, c'est toute une problématique qui est là et sur laquelle il faudra travailler. Donc, tous ceux-là qui doutent de la justice congolaise peuvent avoir raison. Mais à commencer par le chef de l'État qui a toujours fait un constat que la justice congolaise, c'est une justice qui, malheureusement, ne donne pas confiance. Mais il ne faut pas seulement se focaliser sur la justice. Il a dit où? Il a déjà dit ça à un congrès du parti, à un congrès. Le juge, il y a une justice pour le riche et il y a une autre justice pour le pauvre. Je ne veux pas ici m'étendre sur le problème de la bonne administration, de la corruption ou de la situation de prison. Mais ce qui est sûr, si vous allez au parquet, si vous voulez porter plainte, vous devez payer. Si on doit aller amener votre... Je suis moi-même un ancien magistrat. Si vous allez déposer votre convocation, il faut payer le transport de ceux qui vont amener la convocation. Si vous êtes arrêté, si vous voulez rester en prison ou dans le cachot en dehors, ça a un tarif. Si vous voulez manger, ça a un tarif. Si vous voulez que vous ne dormiez pas à l'intérieur, ça a un tarif.
si vous arrivez à Makala, il y a un tarif par cellule. Et vous connaissez les conditions de travail et de vie à Makala. Notre système carcéral est totalement esquinté. Il n'y a pas de personnel qualifié pénitentiaire. Il n'y a pas un système de rééducation. Il n'y a rien. Donc, l'ensemble de notre système judiciaire demande une réflexion. Je suis heureux que les États généraux de la justice aient eu lieu, mais quelles sont devenues les recommandations de ces États généraux? Merci beaucoup, monsieur le sénateur Jacques Njoli, pour cet entretien. En moins de 30 secondes, si vous pouvez nous dire brièvement, que pense le MLC pour les élections à venir? Le MLC se prépare avec ses alliés de l'opposition pour gagner les élections et donner un autre avenir au peuple congolais après 10 années de déshérence politique, économique et sociale. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez toujours branchés sur les ondes de Siloé TV. Et puisque cette émission c'est réplique, vous voulez répliquer par rapport à tout ce que monsieur le sénateur a dit ici, contactez-nous et puis vous serez sur notre plateau afin que vous puissiez aussi convaincre le public. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.